Bonjour les amis, c'est Fabrice d'Allmarine. Bienvenue une fois de plus en Indonésie sur le site d'élevage des Boutures. Voilà, avant-propos, avant la vidéo qui est destinée à vous présenter les dernières évolutions du programme 2020, programme initié il y a maintenant environ un an. Donc vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé pendant un an sur le programme 2020. Programme 2020, l'unique programme au monde de restauration et de protection des coraux et des récifs, initié par des aquariophiles et des professionnels de l'aquariophilie. Donc je pense que c'est assez unique, je suis à peu près même persuadé que c'est unique au monde. Alors, il y a beaucoup de questions qui m'ont été envoyées et auxquelles je vais répondre là dans cet avant-propos que j'espère très court. La première question, c'est qu'est-ce qui peut me motiver? Déjà, d'une part, ça fait plus de 30 ans que je suis sur les récifs et que je travaille en même temps à un niveau professionnel avec des animaux destinés à l'aquariophilie. Donc j'ai eu un réel besoin, même s'il n'est pas du tout récent, parce que ce que j'ai pu faire auparavant date de plus de 10-15 ans en Indonésie ou ailleurs. Ce que j'ai voulu faire, c'est rendre au récif tout ce qu'il a pu me donner et nous donner à tous. Pourquoi ça a été rendu possible? Parce que j'ai des connexions en Indonésie. Donc j'ai pu monter cette association, cette fondation Coral Conservation Indonesia, qui a rendu possible le fait qu'un aquariophile seul puisse restaurer plusieurs centaines de mètres carrés de récifs en Indonésie. Voilà, ça c'est la première motivation, c'était aussi un petit challenge, mais c'était surtout de prouver à tout le monde qu'avec peu de moyens, beaucoup de volonté, on peut y arriver, on peut faire des choses. Donc imaginez ce qu'on va réussir à faire tous ensemble quand on va se coordonner. Ça c'est la première motivation. La seconde motivation, elle est très très simple, c'est que je suis absolument fou de mon métier. Je trouve que l'aquariophilie, c'est une passion qui est merveilleuse, qui est fantastique, qui permet à un tas de gens d'accéder à un petit coin de nature chez eux, à un tas de gens qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont soit pas les moyens, soit les capacités physiques de voyager, et à un tas d'autres personnes de découvrir le monde merveilleux du récif et de ses habitants. Et la tendance actuelle qui veut que, motivée par certaines associations qui voudraient nous faire passer, nous, aquariophiles, pour des destructeurs de nature, ne me plaît absolument pas et j'ai décidé seul de réagir. Il est hors de question que je sois mis dans le même panier que des gens qui brûlent de la forêt ou qui ne font pas de traitement d'eau à la sortie des usines ou qui dégradent la nature, c'est pas le cas. Alors j'apporte une nuance, c'est qu'évidemment que notre profession pourrait être largement s'améliorer, il y a plein de choses à discuter, mais en attendant, voilà, c'était l'idée, c'est de dire non, l'aquariophilie, c'est pas uniquement une activité prédatrice, c'est aussi, ça peut générer aussi un cercle vertueux et amener tout le monde, y compris sur les récifs, à considérer la biodiversité avec plus de respect et à travailler tout en conciliant l'emploi et l'activité économique, en respectant les animaux et les endroits d'où viennent ces animaux. Ça, c'est la deuxième motivation. Troisième motivation en relation avec les deux premières, c'est suite effectivement à cette vague un petit peu de propagande qui veut nous faire tous passer pour des écocidaires patentés qui s'ignorent ou qui sciemment détruisent la nature. Moi j'ai été sensibilisé par bon nombre d'expériences, de restauration de récifs ou autres, même des plans de préservation de la forêt, et ça m'a inspiré. Je remercie tous ces gens qui m'ont inspiré et j'ai souhaité à titre personnel et par curiosité voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis je me suis dit pourquoi les aquariophiles ne seraient pas capables de faire leur propre association? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pourquoi on devrait passer par une autre association très grande ou autre, enfin bon, peu importe, de dimension internationale. Nous, au niveau français ou européen, on peut très bien le faire. Donc ça, c'est une des motivations. Et là, j'en suis évidemment au début. C'est uniquement Coral Conservation Indonesia. C'est pour l'instant des partenaires locaux et ma personne. On n'a absolument aucune subvention, aucun moyen de financement. On n'en a pas cherché, à part solliciter éventuellement ceux qui regardent la vidéo suite à cette vidéo. Mais c'était de dire, voilà, accumulons des données pour savoir effectivement ce que coûte financièrement, réellement, la restauration d'un récif. Donc c'est ce que vous allez découvrir. Vous allez découvrir cela dans la vidéo qui suit. Vous allez voir que c'est uniquement un individu, moi en l'occurrence, alors évidemment ça me rend fier, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, qui a réussi à faire cela. Donc imaginez, surtout chers collègues, imaginez si vous rejoignez le programme, vous allez créer une dynamique positive autour de votre établissement, vous allez pouvoir rentrer chez vous le soir en disant j'ai vendu des coraux, mais en même temps
Ça m'a permis de protéger des zones récifales éventuellement menacées ou déjà détruites, de les restaurer. Imaginez la satisfaction. Donc ce que vous allez voir, ça repose uniquement sur mon travail physique ou intellectuel, avec une équipe derrière pour tout ce qui est au niveau local de la mise en place de l'association. Donc je vous laisse juste imaginer, chers collègues passionnés d'aquariophilie, directeurs d'aquarium, de parcs zoologiques, ce qu'on est capable de faire. C'est une initiative à nouveau française, de par mon passeport, mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est pour l'Indonésie. L'Indonésie nous a donné à tous, nous aquariophiles, sa biodiversité. Il est temps de faire quelque chose pour l'Indonésie, pour les Indonésiens, pour les récifs, pour les coraux indonésiens. Donc merci s'il vous plaît d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Et rejoignez-nous, ça serait vraiment super. Partagez, likez, vous connaissez l'histoire. Allez, essayez de tenir jusqu'au bout, 30 minutes. Dans une vie, c'est rien. Merci à tous. Bonjour, je suis Fabrice Dolmarine et je vous accueille en direct de l'île de Mansuar en Indonésie, plus précisément dans l'archipel des Raja Ampat. La vidéo qui va suivre relate 1 an de travail de restauration du récif qui est derrière moi. L'histoire, elle est très simple. Il y a 1 an exactement, nous avons rencontré Ruli qui nous a emmené plonger sur son île. Nous y avons découvert des choses qui nous ont fortement un petit peu choqués, et notamment que le récif était en très grande partie, pas dans sa totalité, mais en grande partie, très endommagé. Suite à ça, j'ai décidé d'ouvrir une fondation. Cette fondation s'appelle Coral Conservation Indonesia, et depuis 1 an, grâce à cette fondation et en partenariat avec les autorités locales et les gens qui vivent sur cette île, nous avons restauré ce récif. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Mais avant de regarder la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez des likes, des commentaires. C'est la seule façon que nous avons de nous faire connaître. Donc nous vous remercions de suivre cette vidéo. Partagez, likez et à très bientôt, car Coral Conservation Indonesia, ce n'est qu'un début. Très prochainement, nous allons travailler sur d'autres sites. Donc suivez-nous, abonnez-vous. Avant de visionner le travail qui a été accompli en 2019, je pense qu'il est important de revenir en arrière et en images sur ce qui a été fait en 2018. 2018 était l'année de la découverte de ce site. Nous avons fait 2 voyages. Suite à un coup de cœur pour ce récif, nous avons donc décidé de formaliser un programme de restauration en toute légalité, ce qui nous a pris énormément de temps pour constituer et ouvrir cette fondation Coral Conservation Indonesia. Sur les images, vous voyez que le site à restaurer est d'une superficie d'environ 1200 mètres carrés. Nous allons découvrir maintenant l'état du récif tel que nous l'avons trouvé durant notre second voyage. Comme vous pouvez le constater sur les images, plus aucune colonie de coraux de grande taille n'était présente. Seules quelques brisures et quelques rejets de coraux constituaient le fond de cette pente récifale et peu de poissons y résidaient. Durant toute la phase de constitution et de légalisation de nos activités au travers de l'association Coral Conservation Indonesia, il nous a toutefois été permis de procéder à des essais de réintroduction de coraux sur ce site dévasté. Ces essais étaient très importants. En effet, ces essais étaient très importants pour moi, pour une raison simple. J'avais énormément de mal à comprendre pourquoi sur une bande récifale de 400 mètres, 120 mètres environ étaient totalement anéantis, alors que la vie reprenait parfaitement avec un récif très sain avant cette zone et après cette zone. C'est pour ça que j'ai voulu, dans un premier temps, tester la réimplantation de coraux sur quelques mètres carrés. Même si j'avais été informé qu'il y avait environ 8 ans, le site avait été victime de la pêche à l'explosif, j'avais énormément de difficultés à envisager qu'en 8 années, les coraux n'avaient pas repris même partiellement pied sur la pente récifale. Ce qui me laissait imaginer peut-être que le site avait été victime d'une autre contamination, notamment peut-être par des produits chimiques. Et c'est pour cela que dans un premier temps, j'ai souhaité repeupler uniquement une dizaine de mètres carrés. Et cela, c'était au mois d'avril 2018. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite sur les images. Techniquement, à cette époque, nous avons décidé d'immerger des tables de fixation pour les coraux qui étaient assez proches de celles qu'on pouvait utiliser sur Bali.
bien qu'à l'échelle plus réduite, pour l'élevage et la culture des coraux destinés à l'export pour les aquariums. Le principe était toujours identique, c'est des tables qui étaient partiellement en inox, sur lesquelles nous fixions des coraux récupérés, essentiellement des brisures de coraux qui avaient été naturellement séparées des colonies mères et qui étaient refixées à cet endroit. La surface sur laquelle nous avons travaillé était environ de 10-12 mètres carrés. À titre d'exemple, une opération comme celle-ci, qui est de restaurer environ une douzaine de mètres carrés, nous a occupé environ une quinzaine de jours. Alors attention tout de suite, je vous préviens, ce n'était pas 15 jours sous l'eau à installer des tables et à y poser des coraux. Bien sûr que non. 15 jours, ça tient compte de l'ensemble de la logistique. En effet, le site où nous nous trouvons est à environ 1 heure de bateau de la ville la plus proche. Pour réaliser ces châssis, il nous a bien entendu fallu trouver un artisan qui sache souder, mais également la matière première. Et cette matière première n'était non plus à 1 heure de bateau, mais à 4 heures de bateau. Ensuite, il a fallu expliquer localement à l'artisan ce que nous comptions faire avec ces objets étranges que nous lui commandions. Ensuite, il nous a fallu ramener l'ensemble sur l'île, ainsi que l'ensemble des matériels, équipements, vivres et fournitures nécessaires à notre travail durant une semaine, et le tout pour 4 personnes, ce qui inclut bien entendu une assez lourde logistique, notamment en termes de carburant, car il n'y a absolument aucune électricité sur l'île et tout fonctionne au générateur. Mais nos efforts n'ont pas été vains, et c'est ce que nous allons tout de suite voir sur les images qui vont suivre. Et toutes mes inquiétudes liées à l'éventuelle pollution qui empêcherait la recolonisation naturelle par les coraux du site se sont merveilleusement envolées lorsque, quelques mois après l'installation des premiers coraux sur les tables, j'ai revisité le site. Et j'ai pu constater vraiment, et c'est une très grande source de satisfaction, que non seulement les coraux réinstallés se portaient bien, mais ils avaient également bien colonisé les lieux, c'était très bien développé, et que de nombreux poissons occupaient à nouveau cette portion de récif. C'était pour moi une très grande source de satisfaction dans un premier temps, et la certitude que sur la phase 2 du programme de recolonisation, nous n'avions pas affaire là à un site toxique, mais que l'ensemble de nos travaux pouvaient sereinement être effectués, et c'est ce que nous avons fait en octobre 2019. Alors, pour la phase 2 du programme de restauration 2020 ici en Papouasie, voilà, on a choisi de changer un petit peu la stratégie de consolidation de la pente. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce que vous pouvez voir dans les épisodes précédents, c'est qu'on avait choisi d'utiliser des tables, ce qui était très très bien, ce qui nous a permis sur 6 mois de voir l'évolution des coraux. Entre temps, on a changé de stratégie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était victime d'une chose, c'est qu'un petit peu de notre facilité d'appréhender les choses sous un angle de production de coraux, c'est-à-dire sur des tables classiques comme vous avez pu le voir. Or là, ce qu'on fait, c'est de la restauration, ça n'a aucune destinée commerciale, et donc la stratégie devait être changée. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours ce besoin de consolidation de la pente récifale, et en même temps de pouvoir refixer des coraux qui avaient été au préalable endommagés de façon naturelle, de leur redonner un support. Quand on fait de la production de coraux à des fins commerciales, on a tendance au mètre carré à vouloir augmenter la présence de coraux pour une question de rentabilité. Or, ce n'est pas du tout la stratégie ni l'optique qui est applicable ici. Ce qui fait qu'on a mis au point ces châssis-là, voilà, qui permettent d'installer 5 coraux, et surtout qu'on a un avantage immense par rapport aux tables, c'est qu'en termes de manipulation, c'est très léger. Ça, c'est appréciable. Et ensuite, il y a un phénomène que beaucoup de gens qui font de la restauration sous-estiment ou ignorent, c'est qu'ils ont tendance, pour des questions d'être un petit peu spectaculaire en termes de résultats, de concentrer les coraux. Or, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que quand vous avez une table qui est remplie de coraux, comme vous pouvez le voir sur certaines images, vous ne permettez pas aux coraux
aux larves de coraux de se fixer sur ces tables. Parce qu'évidemment, les coraux ont un système de défense qui fait que toutes les larves qui vont venir, il n'y aura absolument pas de place pour coloniser. Avec ce système-là, qui est le squelette brut, c'est-à-dire que imaginez bien, vous le verrez tout à l'heure, vous allez avoir des coraux ici, 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 des coraux qui ont été naturellement séparés du récif. Ça nous laisse énormément de place pour mettre d'autres supports, ce qui fera l'objet de la phase 3 du programme, d'autres supports qui sont destinés à collecter les larves de coraux. Ces larves de coraux, on est capable d'en avoir à peu près 4 à 5 au mètre carré de façon naturelle. Quand vous densifiez sur les supports les coraux déjà présents, bah vous ne pouvez pas permettre à ces larves naturellement qui arrivent de se fixer, d'accord, puisque les coraux déjà en place vont bien entendu faire en sorte qu'ils ne puissent pas se fixer. Donc ça, c'est l'innovation un petit peu. Voilà. C'est en plus très léger et en termes de coût, ça reste abordable au mètre carré. Je vais maintenant vous présenter la phase 2 du programme de restauration en démarrant par l'implantation des supports destinés à recevoir les coraux. Ces châssis étaient au nombre de 120. Ils ont une surface d'à peu près 2 mètres carrés et ils ont été implantés dans des zones qui faisaient en gros centrées au milieu de 5 mètres carrés, ce qui nous fait une surface totale restaurée de 600 mètres carrés. Maintenant, pour la petite histoire, ce que vous allez voir sur les vidéos, c'est essentiellement et uniquement ma personne. Alors, au-delà du fait que ça flatte mon ego, ce qui est très bien, et que je suis très fier de ce que j'ai fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y avait une volonté d'accumuler des données. Et ce qui était très important sur l'ensemble de mon séjour, qui était d'environ une vingtaine de jours, j'ai passé à peu près 13 jours à collecter ces données, notamment sur la capacité d'un individu seul à restaurer un récif. Ça m'a permis d'en déterminer non seulement un ratio temps, mais bien sûr en comparaison avec un coût. Et c'est tout le but de la phase 2. C'était également d'accumuler suffisamment de données, car l'histoire le dira, mais le but de Coral Conservation Indonesia, ce n'est pas uniquement de s'arrêter à la restauration de 600 mètres carrés, mais d'aller bien au-delà. Et c'est ce que vous voyez sur ces images-là, c'est-à-dire la pose sur la pente récifale de ces châssis. Et vous pouvez avoir une idée assez précise de l'état du récif, enfin surtout de l'absence de récif, avant notre intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule fixation des châssis sur le récif a pris environ 4 jours, à raison de 4 plongées d'1 heure à 1h20 par jour, avec des maximums de profondeur de 15 mètres. Donc ça donne déjà une première information sur la capacité d'un seul individu à restaurer un récif, c'est-à-dire que la seule pose des croisillons sur la pente récifale, c'est environ 18 heures de plongée. Comme vous avez pu le voir, j'ai installé les tables, enfin plutôt les supports, les espèces de croisillons que vous avez pu voir sur la vidéo, qui sont destinés maintenant à recevoir des coraux. Ces coraux, on va aller les chercher ensemble maintenant. Ce sont des coraux qui ont été naturellement séparés des colonies mères, des fragments, des brisures, auxquels on va redonner un support pour qu'ils puissent à nouveau croître. C'est la phase 1 du programme 2020, puisque par la suite, nous procéderons à de l'élevage pur à partir de ces pieds mères, qui se fera à l'intérieur du lagon et qui consisteront à micro-fragmenter ces pieds mères pour pouvoir leur redonner une fois de plus une seconde vie sur le récif. Donc là maintenant on va procéder à la collecte des coraux, vous allez voir ça tout de suite. Petite piqûre de rappel, sur la partie gauche de votre écran, le récif tel que nous l'avons trouvé, et par opposition sur la partie droite, un récif tel qu'il devrait être partout, c'est-à-dire en bonne santé pour passer de l'un à l'autre, même s'il est vrai que ce site sur la partie gauche a été victime de la pêche à l'explosif il y a environ 8 ans, de façon totalement naturelle. Un récif vit et meurt, et notamment du fait des intempéries, par exemple des coups de houle ou autres, qui vont avoir tendance parfois à totalement exploser un récif, même en bonne santé. La seule différence, c'est qu'effectivement, vous constatez sur la partie gauche qu'il y a de nombreuses brisures et qu'aucune vie n'est revenue. C'est pour ça que nous intervenons. Sur la partie droite, on note également la présence en quantité de poissons, ce qui atteste, une fois de plus, s'il était besoin d'insister dessus, que les coraux sont incontournables pour
la vie du récif et de leurs habitants. Maintenant, passons à la phase de collecte. Alors, l'idée qu'il y a derrière cette collecte, c'est très simple. De façon totalement naturelle, les récifs sont endommagés et il y a beaucoup de coraux qui se retrouvent malheureusement suite à des intempéries sans support. Ce sont ces coraux auxquels nous allons donner une seconde chance et surtout que nous allons utiliser pour redensifier les parties du récif qui ont souffert, qui vont être réimplantés, refixés sur nos châssis. Ça, c'est la partie 1, car comme je vous l'ai expliqué, à partir de ce stock que nous avons sauvé, parce qu'il ne faut pas oublier que ces coraux, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche ou la partie droite, s'ils ne trouvent plus de support, ils sont voués à mourir. Donc, ces coraux, dans un premier temps, vont densifier la pente récifale sur laquelle nous avons installé nos petits croisillons et nos châssis, et dans un second temps, vont constituer le stock de départ pour le programme numéro 3, la phase numéro 3, qui est de la microfragmentation avec de l'élevage pur, tel qu'on peut le connaître dans les fermes de coraux qu'il y a partout en Indonésie. Mais là, dans un premier temps, c'était 1, de sauver des coraux qui étaient voués à une mort certaine, 2, leur redonner une seconde chance et en profiter pour redensifier un récif qui avait particulièrement souffert. Pendant toutes ces phases de collecte, on joue un petit peu également aux paysagistes et on récupère non seulement des coraux, vous voyez, comme cette colonie à droite, mais également on débarrasse certains coraux, ce que vous pouvez voir à gauche, de cet amas de coraux morts qui, à terme, va aussi perturber leur croissance et leur survie. Alors bien entendu, durant une plongée, c'est une activité annexe. La priorité, c'est bien de récupérer des coraux qui sont en perdition et de les réimplanter. Mais c'est toujours très plaisant d'avoir le sentiment de pouvoir paysager une portion de récif et de sauver d'autres coraux qui, eux, étaient bien fixés et de les débarrasser un petit peu de toutes ces brisures qui, de toute façon, auraient été préjudiciables. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi très chronophage comme activité et donc il ne faut pas perdre de vue la mission principale. Et cette mission principale, c'est bien entendu de redonner vie à cette portion de récif qui a été totalement anéantie. Donc là, dans le détail, voilà comment on procède. On identifie des coraux qui n'ont plus de support, qui n'ont plus d'attache sur le récif, hein, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment libres et donc par là même voués à disparaître à un moment ou à un autre, enfin, en tout cas dans leur grande majorité, puis de les amener sur les croisillons, sur les châssis et de leur redonner ainsi un deuxième souffle, une seconde vie, avec des résultats assez rapides dans la mesure où les animaux que nous recollectons et que nous reconnectons sont de taille assez diverses, et ce qui permet de recoloniser de façon assez spectaculaire des grandes surfaces avec des résultats très très rapides. Et maintenant parlons chiffres. Donc, combien de mètres carrés en plongée un individu seul peut-il recoloniser ? Eh bien là, c'est une moyenne, et oui, parce que c'est assez compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque plongée est différente. En moyenne, une bouteille me permet de plonger entre 1h10 et 1h20. Tout dépend de la situation du jour, de la forme, s'il y a du courant, pas de courant, et si je fais des plongées en dessous de 10 mètres ou au-dessus de 10 mètres de profondeur. Tout ça, ça a une importance. Quand je parle de plongée, c'est de plonger pour refixer les coraux. Ça ne tient absolument pas compte des plongées qui sont typiquement destinées à collecter ces coraux à refixer. Donc, à savoir qu'en moyenne, sur une douzaine de jours, j'ai pu déterminer qu'un individu seul, par plongée d'1h10, 1h20, peut recoloniser, refixer des coraux sur environ 18 mètres carrés. C'est une moyenne. Parfois, j'en ai fait beaucoup plus, parfois, j'en ai fait beaucoup moins. Sachant que, évidemment, j'ai triché malgré moi. Mais les 2 derniers jours de cette aventure, j'ai été rejoint par Rouli qui nous héberge sur l'île et qui n'a pas pu s'empêcher d'apporter sa touche finale et de faire 4-5 plongées avec moi pour m'aider à terminer la pose des coraux. Mais voilà, maintenant vous savez en moyenne qu'une plongée d'1h10, 1h20, c'est en gros 18 mètres carrés de récif réimplanté, restauré. Dans le même registre, et afin de continuer à parler de chiffres, maintenant évoquons l'aspect financier d'une telle restauration. Petit préambule, les chiffres que je vais vous donner
sont issus et tirés de l'expérience que nous avons menée de restauration du site de Raja Ampat sur l'île de Mansoir. Raja Ampat, ce sont 16 000 îles, donc il est bien évident que le coût au mètre carré d'une telle restauration peut être largement fluctuant dans la mesure où tout dépend d'une part de la localisation, de l'état du récif et de son accessibilité. Mais en moyenne, voilà ce que je peux vous dire des coûts réels liés à la restauration de ces 600 mètres carrés de récif situés sur l'île de Mansoir dans l'archipel des Raja Ampat. Alors, dans le cadre de ce programme de restauration, nous avons deux types de dépenses. La première dépense est directement liée aux fournitures, c'est-à-dire à la capacité que nous avons de produire ces fameux petits croisillons que vous voyez sur les images qui sont enfouis et destinés à recevoir les coraux. Ces accessoires ont été fabriqués dans la ville de Wasai, qui est à plusieurs heures de bateau de là où nous sommes. Il a fallu bien entendu faire venir le fer de Sorong et trouver un artisan qui nous a soudé l'ensemble. Ça, c'est une partie de la dépense à laquelle il a fallu bien entendu ajouter le transport. Et oui, l'île de Mansoir est assez éloignée de Wasai et les transports sont assez coûteux. Ensuite, à ces coûts directement liés de fabrication, il faut ajouter toutes les petites fournitures annexes qui permettent de refixer les coraux. Ça, c'est le premier type de dépense que nous avons à financer pour la restauration d'un récif. L'autre poste important de dépense est directement lié à ce que l'on pourrait appeler chez nous la main-d'œuvre, ce qui me donne l'occasion de préciser quelque chose qui est très important. Tout ce que j'ai réalisé durant ces 15 jours, je l'ai fait évidemment seul et sans percevoir aucune rémunération. Il est important de le souligner. Toutefois, pour accomplir ma mission, il a fallu que j'embauche quelqu'un qui s'assurait de ma sécurité, notamment le soir et durant toutes les phases de plongée, qui restait en surface pour surveiller que tout se passait bien. Cette personne a bien entendu été rémunérée. Autre conséquence, il a bien entendu fallu, durant tout le séjour, que nous ayons des dépenses en nourriture, mais également en carburant. Le carburant, qui est une denrée assez chère dans cette région de l'Indonésie, est absolument nécessaire pour nous procurer quelques heures d'électricité par les groupes électrogènes par jour et surtout pour faire fonctionner les groupes destinés au remplissage des bouteilles de plongée. Dans d'autres circonstances et sur d'autres programmes, il est bien entendu évident qu'il faudrait faire appel à une équipe, non pas de bénévoles, mais de personnes que nous pourrions rémunérer pour accomplir des missions de restauration ponctuellement et de manière plus efficace avec un maximum de sécurité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est déjà en soi un énorme encouragement. Toutefois, parmi ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller encore plus loin et nous soutenir dans nos programmes de restauration, je vais tout de suite vous expliquer comment vous pouvez participer, vous, à votre échelle. Mais avant toute chose, je tiens à remercier ceux qui nous ont soutenus sur la campagne 2019 du programme 2020. Et oui, 2020, c'est le nom du programme. En 2020, nous allons avoir d'autres programmes de restauration et vous pourrez y participer. Donc à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette restauration sur l'archipel des Raja Ampat, je tiens à vous remercier et vous avez une petite bannière en fin de vidéo qui regroupe l'ensemble de ceux qui nous ont soutenus. Pour tous les autres, sachez qu'il n'est nul besoin de mettre la main forcément à la poche pour nous aider. Évidemment que l'aspect financier en termes de restauration est très important, mais le simple fait de relayer autour de vous, dans vos milieux professionnels, chez vos amis, nos initiatives, c'est déjà énorme. Partager nos publications, ça nous assure une visibilité, donc potentiellement de susciter l'intérêt chez des gens en position de nous aider, qui est beaucoup plus vaste que si nous le faisons à notre échelle, c'est-à-dire via les canaux classiques qui sont Facebook et YouTube. Donc déjà, c'est la première chose, vous pouvez nous aider simplement en relayant notre travail. Ça, c'est super et ça ne coûte rien. La fondation Coral Conservation Indonesia, qui en indonésien donne Yayasan Karang Konservasi Bahari Indonesia, est bien entendu enregistrée auprès des autorités et des ministères de référence, de tutelle, c'est-à-dire des affaires maritimes, et nous sommes habilités non seulement à restaurer, mais également à assurer la conservation et la protection des sites que nous avons
restaurés, le tout en collaboration au niveau local avec les autorités. Les frais de fonctionnement de cette fondation sont à l'heure actuelle d'environ 3 000 € annuels. Cela intègre les frais de gestion et comptabilité, de domiciliation et autres frais liés au secrétariat. Cette fondation, dont je suis le membre fondateur, est sous contrôle de 8 natifs indonésiens, tous passionnés de récifs, qui assurent la transparence en termes de flux financiers, de dons et d'attribution de ces dons. Les chiffres que je vais vous donner maintenant, qui vous permettront, je l'espère, de nous aider à aller encore plus loin, ont été établis sur la base du travail que j'ai fourni sur l'année écoulée. Donc prenez bien soin de prêter l'oreille à ce que je vais vous expliquer, car il y a une petite astuce, c'est-à-dire que j'ai proposé au plus grand nombre de pouvoir participer. C'est pour cela que j'ai déterminé des coûts à la réintroduction par coraux, par mètre carré, par dizaines de mètres carrés, par support. Vous allez voir, c'est super détaillé, c'est super facile. Mais une fois de plus, chacun de vos dons compte et nul don n'est insignifiant. Sur cette première mission qui s'est déroulée en 2 étapes, nous avons restauré environ 600 mètres carrés de récifs. Cela a nécessité l'installation de plus de 150 tables destinées à recevoir plus de 750 coraux. Le coût total de l'opération représente 8 000 € environ. Maintenant que vous connaissez à peu près les coûts de restauration, il faut savoir que vous n'êtes absolument pas obligé de restaurer 600 mètres carrés. Nous vous souhaitons de pouvoir nous supporter à cette hauteur, mais sachez que en moyenne, la restauration d'1 mètre carré à partir de 10 mètres carrés de parrainé coûte environ 13 € le mètre carré. Autre façon de pouvoir vous aussi apporter votre soutien, c'est simplement en parrainant un croisillon d'environ 2 mètres carrés qui héberge entre 5 à 10 coraux pour 55 € ou en parrainant simplement un corail. Et là, il vous en coûtera environ 13 €. Toutes les contributions sont importantes. Vous pouvez même prendre un demi-corail, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est savoir qu'à chaque fois que vous allez, vous, de votre côté, faire la démarche de nous supporter, vous allez contribuer à la réintroduction en mètres carrés de récifs. Notez bien que les chiffres que je vous ai livrés correspondent à la situation particulière de l'archipel des Raja Ampat, qui est très difficile d'accès et avec des coûts de transport très élevés. Notez également que l'ensemble des opérations ont été réalisées par moi-même à titre bénévole. Donc, ce qui veut dire que si demain je devais avoir en appui une équipe extérieure, il faudrait également la rémunérer. Mais par contre, on pourrait très bien obtenir un équilibre si le projet devait être situé dans une île qui est plus accessible avec des coûts beaucoup plus abordables. Mais c'est important de le souligner et de le mémoriser. Et maintenant, quels sont les moyens de nous aider en nous supportant, en nous sponsorisant? Eh bien, c'est assez simple. À la date du mois de décembre 2019, vous avez 2 possibilités pour les gros donateurs, les entreprises notamment. Vous pouvez directement faire un don à la fondation en Indonésie en utilisant les transferts bancaires traditionnels. Les coordonnées vont s'afficher. Si vous souhaitez commencer l'expérience plus modestement, vous êtes les bienvenus et vous pouvez pour l'instant utiliser PayPal, paypal.me/KKBI, Coral Conservation Indonesia. Les coordonnées vont également s'afficher. Par la suite, si nous devions avoir d'autres moyens de collecte de fonds, nous vous le ferions savoir bien évidemment. Suite à votre don, n'oubliez pas d'enregistrer correctement vos coordonnées. Vous recevrez une attestation de don et un montant converti en mètres carrés ou en pièces de coraux réintroduits et protégés grâce à vous. Voilà, toutes les informations vont s'afficher. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, soit Blaise au comptoir du récif, soit moi Fabrice par Allmarine. Je suis joignable par Messenger, par email, par WhatsApp, donc n'hésitez pas, on est là pour cela. Et maintenant, avant de conclure et à nouveau de vous remercier, juste une petite information qui vous permettra de votre côté de réfléchir aussi. Sachez que Allmarine et le comptoir du récif représentent en termes de followers à peu près 20 000 personnes compte tenu des différents réseaux sociaux que nous utilisons, c'est-à-dire YouTube ou Facebook. 20 000 personnes qui par an pouvaient faire un petit don très minime de 3 €. C'est pas grand-chose, 3 €, c'est même pas le prix d'un bounty dans une station d'autoroute. Eh bien, on pourrait, grâce à ce petit don,
arriver à restaurer plus de 6000 mètres carrés de récifs par an. Sachez qu'en France, il y a à peu près 1600 points de vente, dont certains pratiquent l'aquariophilie marine, et à peu près en Europe, 2500 points de vente qui sont spécialisés. Imaginez si chacun d'entre eux embarquait dans l'aventure et nous permettait encore en leur nom, au nom de l'aquariophilie, de restaurer encore plus de récifs. Ça serait fantastique. C'est pas grand chose, il suffit juste d'en parler. Et pourtant, on a énormément de mal à mobiliser. Donc, ça ne nous empêche absolument pas pour la campagne 2020 d'aller encore plus loin. Ça, c'est grâce à vous, vous qui êtes derrière votre écran et qui regardez cette vidéo. Mais n'oubliez pas d'essayer d'en parler et de convaincre un maximum de récifalistes, de passionnés d'aquariophilie marine autour de vous et éventuellement les parcs zoologiques, nos amis des aquariums publics. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On vous fera sponsor d'honneur et on vous réservera une place de choix dans nos programmes. Voilà, maintenant il est temps de vous remercier. On attend beaucoup de retours de votre part, mais ça ne nous empêchera absolument pas de continuer dans notre démarche. Vous avez pu voir ce qu'on est capable de faire à notre échelle, simplement entre Blaise et moi et quelques amis qui nous ont supportés. Donc imaginez si tous ensemble, on arrivait à conjuguer nos efforts. Ça serait fantastique pour notre passion et pour les récifs. Merci et à très bientôt.